Bien, bonjour à tous. Merci d'être là à cette heure matinale. Il me revient la lourde tâche d'introduire cette session sur les indices acoustiques et l'intelligibilité. Donc, je voulais faire une petite présentation théorique, un rappel théorique de ce que sont les indices acoustiques, et après en profiter pour vous présenter quelques résultats récents de la recherche sur le déficit dans le traitement des indices acoustiques chez les individus malentendants. Donc voilà, un vaste programme qu'on va essayer de traiter en 20 minutes. Je vais commencer avec un petit rappel, une idée très simple au sujet de la communication parlée. Cette idée que la parole est un code entre, d'une part, le domaine acoustique et, d'autre part, le domaine linguistique. Donc c'est un code qui va associer certains éléments transitoires du son, les indices acoustiques, à des unités linguistiques comme les syllabes. Et donc lors d'une conversation, si votre interlocuteur cherche à vous transmettre un message, par exemple ici simplement une syllabe da, il va vous envoyer par la voie acoustique certains indices acoustiques qui correspondent à ce da et qui permettent d'identifier ce da de manière univoque. Ces indices acoustiques vont vous parvenir et ils vont être traités et analysés par votre système auditif jusqu'à activer la représentation mentale du da. Donc ça, c'est ce qui se passe quand tout va bien. Maintenant, on voit ici que l'intelligibilité du message repose en premier lieu sur deux éléments. D'une part, il faut que ces indices acoustiques soient bien transmis du locuteur au récepteur. Et par exemple, cette transmission peut être compromise dans une situation bruitée, quand il y a un fort environnement sonore. Par ailleurs, même si les indices acoustiques ont été correctement transmis, il faut ensuite qu'ils soient correctement extraits et qu'ils aillent activer la bonne représentation mentale. Donc ces deux points, ça va me fournir le plan de cette présentation. On va d'abord voir la transmission des indices acoustiques et les problèmes qu'il peut y avoir durant cette transmission, et ensuite ce qui peut se passer quand le traitement des indices acoustiques par le système auditif est défectueux. Donc pour commencer, concrètement, que sont ces indices acoustiques ? Donc voilà un exemple d'un contraste, le contraste de voisement, donc entre un de et un te. Vous avez ici les spectrogrammes du de et du te. Et il y a plusieurs indices acoustiques qui vont permettre d'identifier ces deux syllabes, de les différencier. Alors le plus connu, c'est l'indice de Voice and Set Time, le VOT, qui correspond acoustiquement à la barre de voisement, qui est présente dans le de et absente dans le te. Mais il y a aussi d'autres indices, des indices secondaires. Donc on a un indice de burst ou d'explosion. En fait, l'attaque de la syllabe va être légèrement plus énergétique dans le te que dans le de. Et on a également un indice de F1. Donc ce premier formant a une trajectoire légèrement différente entre les deux syllabes. Et donc il y a des indices multiples et redondants qui permettent d'identifier ces deux syllabes. Et c'est cette redondance qui permet la grande robustesse du signal de parole, puisque même si un indice est défectueux, est brouillé, le système auditif va pouvoir s'appuyer sur les indices qui restent à sa disposition. Donc il peut s'appuyer préférentiellement sur un indice ou un autre selon la situation d'écoute. Cette observation est bien mise en évidence par une étude de Cerny-Claes et Arouas qui ont montré que dans ce cas de figure là, dans ce contraste de te, c'est cet indice de Voice and Set Time qui est utilisé préférentiellement dans le silence. Par contre, quand on est dans une situation bruitée, l'indice de Voice and Set Time devient ambigu et les auditeurs vont plutôt se reporter sur les indices de burst et de F1. Donc le traitement des indices acoustiques dépend de la présence de bruit, mais pas seulement. Il dépend aussi de la composition spectrale de ce bruit.
Alors voilà une autre étude plus récente, donc qui portait sur un grand nombre de syllabes, mais j'en ai extrait cette syllabe ta. Donc Régnier et Allen ont montré que dans un bruit parolier, l'indice qui est utilisé principalement pour identifier ce ta, c'est à nouveau cet indice d'explosion qui est plutôt haute fréquence ici. Donc dans le bruit parolier, les auditeurs vont se baser sur cet indice haute fréquence. En revanche, dans un bruit haute fréquence, l'indice d'explosion est moins audible et les auditeurs vont basculer, vont se reporter sur des indices plus basse fréquence. Donc ce constat est résumé dans le modèle des canaux indépendants. Donc le système auditif peut adapter sa stratégie pour s'appuyer sur les fréquences les plus fiables dans un contexte d'écoute donnée. Je trouve que c'est bien mis en évidence ce phénomène par une expérience pour le coup très ancienne qui date de 1922, qui est une expérience qui a été menée par Fletcher. Donc si on considère un son de parole parfaitement intelligible, avec une intelligibilité de 100%, on peut supprimer les hautes fréquences de ce son pour ne garder que les fréquences inférieures à 1550 Hz, auquel cas l'intelligibilité diminue de manière évidente, mais le son reste globalement intelligible, donc une intelligibilité de 65%. Et maintenant, on peut créer le son complémentaire en supprimant les basses fréquences et en ne gardant que les fréquences au-dessus de 1550 Hz, auquel cas, à nouveau, on a un son qui est moins intelligible que le son de départ, mais qui reste quand même globalement intelligible. Donc c'est que il y a des indices qui permettent de comprendre ce stimulus, des indices situés au-dessus et en dessous de 1550 Hz, et selon qu'on présente les fréquences hautes ou basses, l'auditeur va s'appuyer sur les indices haute fréquence ou basse fréquence. Et ça me fournit une bonne transition pour la seconde partie, puisque cette situation-là, où les fréquences hautes du son ont été supprimées, est en première approximation la situation à laquelle sont confrontés les participants avec des pertes haute fréquence. Donc on peut supposer que ces participants, eux aussi, vont être amenés à se reporter sur l'utilisation d'indices basse fréquence. Donc on peut vérifier ça au moyen d'un outil de recherche qui s'appelle les fonctions de pondération, et qui est une mesure de l'importance de différentes bandes de fréquences pour l'intelligibilité de la parole. Donc Gaëtan Gilbert a, il y a quelques années, mesuré les fonctions de pondération pour des individus normaux entendants jeunes. Donc vous voyez ici un audiogramme normal. Donc sur la droite, leur fonction de pondération, donc c'est l'importance relative des différentes bandes de fréquences, donc 200 Hz à 250 Hz, 250 Hz, 750 Hz, etc., pour l'intelligibilité globale du signal de parole. Et on voit que toutes les bandes de fréquences sont importantes, elles ont des poids supérieurs à 0, mais il y en a quand même une qui est plus importante que les autres, c'est la bande autour de 2000-3000 Hz. Donc ça, c'est pour le cas des individus normaux entendants. Maintenant, Gaëtan Gilbert a aussi comparé ces fonctions de pondération avec celles de personnes malentendantes, ici avec des pertes globalement haute fréquence, comme vous voyez sur l'audiogramme. Donc les participants malentendants n'étaient pas appareillés pendant la durée de l'expérience. Donc si on compare maintenant leurs fonctions de pondération avec celles qu'on vient de voir, eh bien les participants malentendants ont globalement la même forme de fonction de pondération, mais on constate qu'ils attribuent moins de poids relativement à cette bande haute fréquence 2000-3000 Hz et relativement plus de poids aux bandes basse fréquence. Donc ils attribuent moins de poids aux régions spectrales qui correspondent aux régions de leur perte cochléaire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas des participants appareillés. Donc là, on part sur des études très récentes qui sont en cours de publication ou qui viennent d'être publiées.
Donc, Yoo et ses collègues ont réalisé une étude très similaire à celle que je viens de vous présenter, mais cette fois sur des participants appareillés. Donc ici, c'est à nouveau la fonction de pondération des individus normaux entendants, avec à nouveau le pic de poids autour de 2000-3000 Hz. Et si on compare cette fonction avec celle d'un participant malentendant avec des pertes haute fréquence qui était cette fois appareillé pendant la durée de l'expérience, eh bien on constate le même résultat, à savoir que ce participant attribue plus de poids aux basses fréquences et moins de poids aux hautes fréquences, malgré encore une fois le fait que l'audibilité de ces fréquences était restituée par l'audioprothèse. Et ce résultat a été répliqué sur d'autres participants avec à nouveau des pertes haute fréquence et appareillés pendant la durée de l'expérience. Donc voilà, c'est un résultat assez intéressant, je trouve, mais reste le problème que les fonctions de pondération donnent une image un peu globale de l'utilisation des indices acoustiques, une image par bande de fréquence, et on aimerait aller plus précisément dans la stratégie des participants, aller voir comment ils pondèrent chacun des indices acoustiques. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans une expérience à l'ENS en collaboration avec Starkey. On est allé mesurer l'importance de deux indices spécifiques dans la catégorisation d'AGA. C'est un papier qui est en cours de révision. Les indices en question étaient un indice haute fréquence qui portait sur les formants 2 et 3, donc un indice autour de 2000 Hz, et un indice basse fréquence autour de 500 Hz sur le formant 1. On sait que l'indice haute fréquence est l'indice principal, l'indice primaire pour cette tâche, et l'indice basse fréquence est un indice secondaire. Et on a utilisé ce qu'on a appelé un blob noise, donc c'est-à-dire un bruit blanc avec une petite concentration de bruit très localisée sur un de ces indices. Et l'intérêt de ce blob noise, c'est qu'il permet de manipuler la perception de l'auditeur. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, je vais vous faire écouter dans cet ordre un stimulus ALDA, puis un blob noise seul, donc qui n'a pas de sens en tant que tel. C'est juste une sorte de bruit blanc avec un petit clic à un moment. Et enfin, l'addition de ces deux sons. ALDA. ALDA. Voilà. Je ne sais pas si ça a marché pour vous. Habituellement, ce que les participants rapportent, c'est d'avoir perçu très clairement un ALGA comme dernier stimulus, alors qu'il s'agit bien d'un ALDA superposé à un bruit. Donc ce bruit va nous permettre de manipuler la perception de la syllabe en jouant précisément sur un indice acoustique. Et on va comme ça, en faisant varier l'énergie dans ce blob, mesurer la sensibilité de l'auditeur à cet indice. Et on va faire ça pour les deux indices, donc l'indice haute fréquence et l'indice basse fréquence, pour mesurer donc l'importance de ces deux indices dans la catégorisation d'AGA. Donc c'est ce qu'on a fait pour trois groupes de participants. Tout d'abord un groupe de sujets normaux-entendants. Pour chacun de ces sujets, on obtient une mesure, un log sensitivity ratio, qui est une mesure de l'importance de l'indice haute fréquence par rapport à l'indice basse fréquence. Donc ici, globalement, vous voyez, tous les participants ont un log sensitivity ratio positif, ce qui veut dire qu'ils associent plus de poids à l'indice haute fréquence par rapport à l'indice basse fréquence, qui est ce qu'on attendait. Donc ça, c'est le résultat pour les sujets normaux-entendants, mais on a aussi fait passer cette expérience à des participants malentendants avec perte haute fréquence corrigée et malentendants avec perte plate corrigée. Et donc là encore, on obtient cette mesure de l'importance de l'indice HF par rapport à l'indice basse fréquence pour chacun des participants, et aussi par groupe, ici à droite. Et le résultat important, c'est cette différence ici entre le groupe normaux-entendant et le groupe malentendant. Donc globalement, comme groupe,
les normo-entendants associent plus de poids à l'indice haute fréquence par rapport à l'indice basse fréquence, alors que les malentendants associent moins de poids relativement à l'indice haute fréquence, donc l'indice qui est dans la région de leur perte cochléaire. Encore une fois, malgré le fait que ces participants ont une correction auditive pendant la durée de l'expérience. Donc voilà, en conclusion, on a vu que la communication parlée est basée sur la transmission d'indices acoustiques multiples et redondants, transmission qui peut être perturbée par des facteurs externes ou internes, et le système auditif est en mesure d'adapter sa stratégie d'écoute pour s'appuyer sur les fréquences les plus fiables dans un contexte donné. Et le résultat auquel je voulais arriver est celui-ci. Les patients souffrant de pertes auditives neurosensorielles utilisent moins les fréquences correspondant à leur perte, et ce, même quand celles-ci sont compensées par une audioprothèse. Et donc, autrement dit, quand on restaure l'audibilité des indices acoustiques, grâce à une audioprothèse, le traitement de ces indices peut demeurer déficient. Et c'est une des manifestations de ces pertes supraliminaires qui posent beaucoup de problèmes dans le cadre des audioprothèses. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour remercier mes co-auteurs dans cette dernière étude.